Conseils juridiques, Santé, prévention, finance, petite enfance. Radio Chablais. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA, nous retrouve en cette fin de matinée sur Radio Chablais pour nous parler d'immobilier. Aujourd'hui, on va parler des différents polluants et matériaux dangereux que l'on retrouve dans le domaine de l'immobilier. Pascal, bonjour. Bonjour Pierre. Quels sont les différents polluants qui peuvent poser problème ? Alors, il y a deux distinctions à faire. Donc, premièrement, vous avez les polluants qui peuvent se retrouver dans les anciens immeubles, comme l'amiante ou les PCB par exemple. Donc, la plupart de ces polluants ne sont pas forcément dangereux dans leur état actuel, mais c'est en cas de travaux que ceux-ci peuvent poser de graves soucis sur la santé. Et deuxièmement, vous avez les polluants qui se retrouvent dans les terrains, les sous-sols, et qui coûtent extrêmement cher à traiter et qui peuvent donc diminuer le prix d'une parcelle. Commençons par les polluants qui peuvent se retrouver dans les anciens immeubles. Lesquels sont les plus courants ? Le matériau le plus connu, c'est sans doute l'amiante, parce qu'il a été énormément utilisé dans la construction jusqu'en 1990, date à laquelle il a été interdit en Suisse. Parmi ses qualités principales, on peut citer par exemple sa bonne résistance au feu, sa bonne isolation électrique et thermique, sa résistance aux produits chimiques et évidemment son très faible coût. Bien que l'amiante se retrouve dans de nombreux bâtiments datant d'avant les années 1990, cette matière, elle n'est pas forcément dangereuse dans sa forme actuelle. En fait, ça commence à devenir dangereux lorsque vous faites des travaux d'entretien, de transformation ou de rénovation, parce que vous allez devoir percer, poncer ou casser des matériaux. Et en fait, si ceux-ci contiennent de l'amiante, alors ça libérera les microfibres de l'amiante et vous allez respirer. Et ce sont justement elles qui sont nocives pour la santé. Pascal Rable, vous avez parlé tout à l'heure des PCB. Qu'est-ce que c'est ? Les PCB, donc c'est l'abréviation de polychlorobiphényle. Ce sont des liquides qui ont été utilisés dans de nombreuses années pour leurs propriétés isolantes et thermoconductrices. Alors c'est vrai que l'utilisation la plus répandue, donc c'était l'isolation des transformateurs et des condensateurs, mais ils ont aussi parfois été utilisés dans certains vernis, colle, huile et puis autres plastiques. Donc les PCB, ils ont été interdits dans les systèmes ouverts depuis 1972, donc c'est-à-dire les masses d'étanchéité de joints élastiques, les revêtements anti-corrosion, les peintures et les vernis. Et depuis 1986, ils sont totalement interdits pour toutes les applications. Si l'on envisage de réaliser des travaux chez soi, comment pouvons-nous savoir s'il y a des matériaux dangereux ou polluants ? Alors, vous pouvez par exemple réaliser donc un diagnostic amiante. Donc, celui-ci est obligatoire dans la plupart des cantons. Évidemment, si votre bâtiment est antérieur à 1991. Il y a également des diagnostics concernant les PCB et le plomb, qui peuvent être demandés par certains cantons ou certaines communes. Donc c'est vraiment important de bien vous renseigner auprès de professionnels avant d'entamer vos travaux s'il s'agit d'un immeuble à risque. Et si des matériaux dangereux ont été détectés, comme par exemple de l'amiante, quelle démarche doit-on entreprendre ? Alors, donc si le diagnostic amiante est positif, alors le propriétaire devra procéder à un désamiantage complet avant de pouvoir commencer ses travaux. Bien entendu, cette intervention devra être effectuée par une entreprise spécialisée. Malheureusement, le processus de désamiantage est assez complexe et puis les coûts qui sont liés à une telle intervention peuvent vite se chiffrer à plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers de francs, suivant la grandeur des pièces et puis les matériaux à confiner. Alors vous l'avez dit, Pascal Rable, les charges financières liées à une remise aux normes sont importantes. Est-ce qu'il y a, par exemple, des subventions ou est-ce que le propriétaire est seul responsable ? Alors des subventions, pas directement, mais je dirais de manière indirecte, parce qu'en fait, tous les frais que vous allez engager, que ce soit pour éliminer l'amiante, les PCB ou autres polluants. Donc ce sont des frais effectifs et vous allez pouvoir les déduire de votre déclaration fiscale. Vous nous avez aussi parlé des différents polluants qui pouvaient se retrouver dans les sous-sols. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc là, ça concernerait surtout les propriétaires de terrain qui souhaiteraient construire sur leur parcelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si celles-ci sont situées dans une zone polluée,
il y a des risques que vous deviez la faire dépolluer avant d'envisager de construire quoi que ce soit. Et comme je disais, le traitement des terres polluées, c'est très coûteux. Et vous avez parfois des projets qui tombent à l'eau, tout simplement parce que la dépollution du terrain coûterait trop cher. Voilà, petite information, il existe un site internet avec le cadastre des sites pollués qui est accessible librement. Et bien entendu, après c'est des données qui sont indicatives, donc c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais ça vous donnera déjà un bon indicateur. Et est-ce qu'il y a également d'autres matières dangereuses pour la santé qui peuvent se retrouver dans la nature ? Alors oui, donc la plus connue, c'est sans doute le radon. En fait, c'est un gaz radioactif naturel présent dans certains sols et qui peut s'infiltrer dans les bâtiments par les fissures ou certaines caves en terre battue. Lorsqu'il se décompose, ce gaz génère des particules qui peuvent souvent s'accumuler dans les poumons et les irradier. Donc, bon, je vous rassure, il n'y en a pas partout en Suisse, mais on peut notamment les retrouver dans la partie nord-ouest du pays, vers le Jura et Neuchâtel, ainsi que dans la partie sud du canton du Valais, donc dans les montagnes. Là encore, il existe aussi un site internet avec des cartes qui répertorient la présence de radon sur les sous-sols. Si l'on est propriétaire d'un bien immobilier en zone de danger de radon, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Pour les biens immobiliers existants, donc la concentration en radon peut facilement être établie à l'aide d'un dosimètre et le taux de radon doit être mesuré en hiver, donc pendant une période de 3 mois. Si le taux est élevé, alors il faudrait prendre des mesures de protection adéquates à votre bâtiment, donc afin d'empêcher donc les infiltrations de radon dans le bâtiment, ou alors le cas échéant évacuer le radon. Donc je précise encore que ces mesures de protection contre le radon ne sont pas nécessairement hors de prix et elles peuvent aussi être prises en tout temps. Merci beaucoup Pascal Rable pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Blue Immobilier SA. On vous retrouve notamment sur votre site blueimmobilier.ch pour toutes vos questions immobilières. Belle journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch